pour 2020 et pour les années qui viennent. Alors, on va commencer tout de suite donc avec le sport. Et commencer donc avec les pronostics. Donc là, vraiment des pronostics, des prédictions plus ou moins, on va dire, précises de ce qui pourrait arriver en 2020 au niveau du sport. On va vite passer là-dessus, hein. On va commencer donc avec le foot, puisque, bon, alors comme je fais comme pour chaque année, hein, je l'ai fait l'année dernière déjà, j'avais fait des pronostics pour la Ligue des Champions et l'Europa League. Euh, alors je m'étais trompé sur la Ligue des Champions, moi j'avais annoncé plutôt que comme club anglais, ce serait plutôt Manchester City qui gagnerait, mais ça a été Liverpool. Par contre, j'ai trouvé le vainqueur de l'Europa League qui a été Chelsea, que j'avais annoncé, hein, mais plusieurs mois avant. J'avais dit que Chelsea allait gagner, même 6 mois auparavant, je crois que c'était à peu près aussi à cette période-là. C'était en hiver, en tout cas, j'avais annoncé la victoire de Chelsea euh, pour, euh, pour l'Europa League au mois de mai ou au mois de juin, je crois que c'est au mois de mai que c'était la finale. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à trouver. Et puis, donc cette année, j'ai réfléchi un peu à la question. Et là, c'est vrai que j'ai moins de certitude que l'année dernière. Alors pour la Ligue des Champions, j'ai toujours pas de certitude. Évidemment, l'équipe la plus forte en Europe cette année, ça reste Liverpool, hein, qui a été impressionnant en ce début de saison. Donc il est fort possible que Liverpool récupère son titre en Ligue des Champions. Mais attention, parce qu'il y a une particularité, c'est que Liverpool et Manchester City, si l'année dernière ils étaient au coude à coude pour le championnat, ça a permis que d'un côté Manchester City remporte le championnat et Liverpool la Ligue des Champions. Or cette année c'est différent parce que Liverpool est déjà quasiment assuré de gagner le championnat. Donc là il y a deux cas de figure, soit Liverpool se sent libéré par le fait qu'ils aient quasiment déjà gagné le championnat, même si bon attention il y a encore Leicester, mais je pense pas que Leicester iront les chercher. D'ailleurs Leicester est plus proche de Manchester City que de Liverpool. Mais ça reste une équipe aussi assez surprise, donc faut faire attention. Mais je pense pas que Liverpool vont être inquiétés outre mesure. Ah, ils sont vraiment impressionnants cette année en championnat, et je pense que le championnat leur est acquis, et c'est un objectif quand même assez important, vu que ils ont, je crois, ça fait 20 ans au moins qu'ils n'ont pas gagné le championnat anglais. Et c'est ça, on sait combien le championnat anglais est important, hein, pour les équipes anglaises. Donc c'est pour ça que je pense que cette année, Liverpool pourrait mettre de côté un petit peu la Ligue des Champions, étant donné qu'ils l'ont déjà gagné l'année dernière, hein, c'est quasiment la même équipe, les mêmes joueurs. Et peut-être ça pourrait profiter à une équipe comme Manchester City, qui pourrait enfin gagner son premier trophée, parce que c'est une sorte d'anomalie que ce Manchester City-là n'ait pas de trophée. Donc je reste sur ma possibilité que Manchester City puisse aller chercher aussi la Ligue des Champions. Donc je reste sur Liverpool et Manchester City comme club anglais qui peuvent potentiellement gagner. Ensuite, pour les clubs, on va dire, les autres clubs non anglais qui peuvent potentiellement gagner, je pense que Barcelone est un club qui peut toujours potentiellement gagner. Simplement parce qu'il a Messi, parce qu'il a Griezmann, parce qu'il a Suarez, parce qu'il a aussi derrière des joueurs d'expérience, hein, comme Piqué, comme Ter Stegen, aussi un grand gardien. Donc il y a le potentiel pour le Barça aussi, pour gagner encore une Ligue des Champions. Et puis bien sûr la Juventus, même si bon, je suis moins convaincu cette année par cette Juventus-là. Mais c'est vrai qu'en face, bon, il n'y a pas d'équipe qui m'impressionne outre mesure, hein. Donc c'est pour ça que je mets ces quatre-là comme, comme gagnant potentiel. Ensuite pour l'Europa League, donc, là pour moi, l'équipe la plus impressionnante, le favori numéro un, c'est l'Inter de Milan. L'Inter de Milan qui a été repêché, du coup, éliminé de la Ligue des Champions et repêché en Europa League. Pour moi, est l'équipe la plus forte sur le papier. Mais attention, il y a une équipe qui pourrait contrarier l'Inter de Milan pour la victoire finale, c'est le FC Séville, qui est un habitué, hein, qui a gagné 5 fois cette compétition, donc est l'équipe la plus titrée dans cette compétition, et qui, attention, a une petite équipe quand même, qui sans prétention, qui peut aller chercher aussi cette coupe. Voilà. Donc je mets voilà, numéro un Inter Milan et numéro 2 FC Séville. Je pense que c'est un de ces deux-là qui devrait remporter l'Europa League. Alors ensuite, pour l'Euro 2020, puisque cette année nous aurons aussi une Coupe d'Europe, un Euro, hein, qui pour la première fois va être un peu différent, parce que déjà, bon, il y a déjà eu un élargissement lors du dernier Euro, il y a plus d'équipes, mais en plus la particularité de cette année, c'est que le tournoi ne va pas se jouer dans un seul et même pays. Et bon, faut déjà tenir compte de cet aspect-là, même si c'est vrai que les favoris jouent quand même dans leur pays, hein, pour ce qui est de l'Espagne par exemple, ou ce qui est aussi de l'Angleterre. Voilà. Alors,
J'ai fait une liste là, je pense qu'il y a trois, pour moi il y a trois équipes qui peuvent potentiellement gagner 7 euros. Le numéro un, je fais une hiérarchie, hein, le numéro un pour moi, parmi ces trois-là, c'est l'Angleterre. L'Angleterre parce que le foot anglais est au sommet en ce moment, et puis en plus, ils ont vraiment des joueurs dans chaque poste, à part peut-être le poste de gardien, où là c'est un peu plus lacunaire, mais sinon ils ont des bons défenseurs avec de l'expérience. Ils ont un milieu de terrain aussi qui est correct, et puis surtout, ils ont une attaque de feu avec un potentiel même derrière de joueurs qui peut largement être suppléé. C'est-à-dire que il y a même deux trois joueurs qui se blessent, il y en a d'autres derrière, des jeunes qui sont en train d'émerger. Il y a un réservoir impressionnant du côté de l'Angleterre. Ce qui fait que l'Angleterre, pour moi, fait partie des grands favoris. En plus, je crois que c'est la finale se joue en Angleterre. Je crois que la finale c'est à Londres. Effectivement, les Anglais, s'ils peuvent gagner cette année leur première Coupe d'Europe, parce que je rappelle que l'Angleterre n'a jamais gagné d'Euro, hein, encore de football. Ils ont déjà gagné une Coupe du Monde en 66, mais jamais de Coupe d'Europe. Et je pense que cette année, ça peut être la bonne. Ça peut être l'année de l'Angleterre. Voilà. Donc deuxième, bah, évidemment, les Français, la France, même si c'est vrai qu'on a tendance à voir que les joueurs français champions du monde, et même l'équipe de France en général, est moins impressionnante que lors de la Coupe du Monde. Même d'ailleurs, lors de la Coupe du Monde, elle a été pas mal critiquée, mais on voit que les joueurs, les principaux joueurs hein, qui ont participé à cette épopée mondiale, on les voit pas briller particulièrement cette année. On a vu Griezmann avoir un peu de mal à s'imposer à Barcelone. Bon, Mbappé, il reste, on va dire, c'est un de ceux qui reste sur un bon début de saison. Sinon, Giroud ne joue quasiment plus. Voilà, voilà, la plupart des joueurs, voilà, mon Kanté, on l'a vu revenir un peu de blessure. Bon, il n'y a pas de. Voilà, Loris est blessé, il a une blessure assez grave. Ah, il est pendant un moment écarté des terrains. Voilà, bref, on va pas les faire tous, mais c'est vrai qu'on voit globalement, cette équipe de France n'a pas forcément une grande forme, mais c'est pareil, la France aujourd'hui fait partie de ces équipes qui ont un potentiel, un réservoir de joueurs absolument énorme, et même s'ils n'arrivent pas avec la même équipe, même si Deschamps n'arrive pas à constituer la même équipe que en 2018, il aura un réservoir derrière de jeunes qui peuvent largement suppléer les champions du monde qui sont défaillants. Donc c'est pour ça que la France reste un favori et peut faire son doublé mondial euro sans trop de problèmes. Mais c'est vrai que je la mets quand même un petit peu derrière l'Angleterre parce que c'est quand même moins impressionnant que ce que peut présenter l'Angleterre. Voilà. Et en troisième, alors ça peut paraître surprenant, mais en troisième je mets l'Espagne parce que l'Espagne reste une équipe sur le papier capable de gagner un grand championnat des nations. Pourquoi? Parce elle a le retour de joueurs d'expérience qui ont été champions du monde, champions d'Europe, etc. Avec pas non seulement Ramos qui est toujours là, mais aussi d'autres comme Cazorla, comme Jesus Navas, Busquets encore, etc. Et puis, pareil, il y a pas mal de joueurs dans les grands clubs européens. Vous avez pas mal de joueurs, vous en avez notamment au PSG, hein, de joueurs espagnols, hein, de jeunes ou moins jeunes, qui qui sont pas des grands joueurs, mais voilà, qui ont une place de titulaire à des postes clés, voilà, et qui fait qu'à chaque poste on peut trouver, à part peut-être en défense centrale, qui est le point faible vraiment de l'Espagne aujourd'hui, parce qu'ils ont encore voilà Ramos mais voilà qui pour moi n'est pas un pur défenseur central en réalité, hein. Faut pas oublier qu'au début de sa carrière, il était arrière droit. Et pour moi, c'est pas là qu'il est le meilleur. Mais bon, en tout cas, l'Espagne reste un des favoris parce que derrière, qu'est-ce qu'on a? On a des équipes qui sont un peu encore en reconstruction, comme l'Italie, comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne, voilà, qui ont encore à prouver. Même si l'Allemagne, bon, elle peut très bien se retrouver en demi-finale. Et je pense qu'elle va se retrouver en demi-finale, l'Allemagne, hein. Comme ça, je me fais pas de soucis, hein. Ce qu'il y a eu, le petit accident qu'il y a eu. Voilà, lors de la dernière Coupe du Monde, c'est vraiment passager, hein. L'Allemagne est un habitué des derniers carrés, hein. Voilà, donc je pense qu'on peut avoir un dernier carré avec ces quatre pays-là, l'Angleterre, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Mais voilà, je mets quand même dans ces favoris l'Angleterre, la France, l'Espagne, parce que c'est les équipes avec le plus gros réservoir et qui surtout, à certains postes clés, ont des potentialités assez énormes en termes de joueurs, en termes de, même on voit un petit peu les statistiques sur les deux dernières années, un petit peu on voit les performances de ces équipes-là, c'est des équipes vraiment assez solides. En tout cas, ce qu'il y a de plus solide sur l'offre qu'on peut avoir aujourd'hui d'équipes qui peuvent potentiellement gagner. Alors là-dedans, peut-être vous allez me dire, mais la Belgique dans tout ça, parce que la Belgique a aussi une belle équipe, hein,
Mais je pense que c'est une équipe qui a peut-être déjà laissé passer sa chance. Je pense qu'ils iront pas si loin que ça encore. Voilà, je pense que cette génération dorée n'est pas. Elle est faite pour faire des belles Coupes du Monde ou des belles Coupes d'Europe, mais pas pour en gagner une. Voilà. Bon, après, je me trompe peut-être, on verra d'ici le mois de juin si j'ai eu raison ou pas. Donc, ça, c'est pour le foot. Et suite donc à cet euro, nous aurons dans la foulée les Jeux Olympiques de Tokyo. Et là, je voulais dire un mot sur ces Jeux Olympiques de Tokyo qui, pour moi, vont révéler vraiment le sport asiatique. C'est-à-dire que là, il va y avoir une razzia des pays asiatiques, et notamment de trois pays, hein. Le Japon évidemment qui seront chez eux, et qui pour des raisons climatiques surtout seront beaucoup plus favorisés. On l'a vu déjà avec l'année dernière avec ce qui s'est passé au Qatar. Qatar qui est déjà un pays du continent asiatique, avec un climat qui peut être un peu similaire en hiver en tout cas à ce qu'on peut trouver en été justement au Japon, avec un fort taux d'humidité. Ce qui fait enfin une grosse chaleur avec des grosses chaleurs avec des forts taux d'humidité, ce qui peut favoriser effectivement, d'ailleurs on l'a vu, ça a favorisé les athlètes asiatiques lors de ces championnats d'athlétisme au Qatar. Donc c'est pour ça qu'on peut revoir un peu la même chose au niveau de tous les sports d'ailleurs dans ces jeux d'été à Tokyo. Voilà, donc il y aura une razzia asiatique des Japonais, mais surtout des Chinois évidemment, et puis des Coréens, hein, surtout les Coréens du Sud, les Coréens du Nord aussi d'ailleurs. Voilà, donc je pense que bon après les Américains, ça reste les Américains, ils remportent beaucoup de médailles. Ce qui fait que là-dedans les Européens vont être assez ridicules, je pense. Ça c'est surtout le gros fait, c'est que les Européens vont venir avec des bilans assez, je vais pas dire catastrophiques, mais vraiment vraiment assez faibles par rapport aux attentes qu'on peut avoir. Je pense que un des rares pays européens qui va sortir un peu son épingle du jeu, c'est la Grande-Bretagne, hein. La Grande-Bretagne va quand même ramener, je pense, un beau, un beau sac de médailles. Par contre, les équipes comme la France, l'Allemagne, hein, ou d'autres d'Europe, eux, par contre, vont ramener des résultats assez faibles parce que c'est des pays qui sont en pleine décadence sur tous les plans et je pense que ça va se ressentir aussi au niveau sportif. Voilà, je pense que cette Europe qui va s'effondrer au niveau du sport, va être le prélude à son effondrement économique, politique, etc. Et d'ailleurs, ça me permet justement de faire la transition avec le géopolitique et l'économique. Je pense que ça va être un signe, ces Jeux Olympiques de Tokyo vont être un signe justement de la fragilité de l'Europe sur un plan purement sportif, mais qui va être le signe de quelque chose d'une fragilité beaucoup plus grande. En plus, je rappelle que les Russes ne sont pas présents normalement, hein, puisqu'avec les histoires de dopage, ils seront exclus. Ce qui fait c'est quand même la Russie reste le plus grand pays européen en matière de, de- de ramassage de médailles, hein. Et là, les Russes seront absents. Il y aura peut-être quelques athlètes russes qui seront autorisés et qui seront sous la bannière olympique et non pas sous la bannière de la Russie. Ce qui fait évidemment des médailles en moins pour le continent européen.